Bonjour à vous, ici Mom. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez la santé. Aujourd'hui, c'est le plaisir. Plaisir, on a l'habitude. Car aujourd'hui, on va causer, non pas de un, mais de deux doubles albums. Donc ça veut dire qu'on va parler de 4 albums. Ouais, mais des albums que tu peux écouter coup sur coup, avec beaucoup de plaisir, beaucoup de gourmandise. Alors, si vous me suivez depuis quelques temps, vous commencez à savoir que le Mom, il aime le prog, le progressive metal, c'est ce qui m'apporte de la gourmandise. Et justement, eh bien, ces deux doubles albums que j'ai, quand je les écoute, ça me nourrit, ça me fait du bien. Tu vois, comme quand t'as mangé un bon plat nourrissant, un bon plat réconfortant, du genre, tu sais quoi, un couscous. Tu vois, un couscous, ça fait du bien, quoi, avec les bons légumes et tout. Moi, couscous végé, ça me fait plaisir. Ou alors, tu vois, quand je me fais mijoter des petits plats qui font du bien, tu sais, là, les légumes qui sont dans la cocotte minute, qui prennent leur temps avec tout le sucre, là, et que tu mets ça sur le bon riz bien cuit, avec un pain qui sort du four. Ça te remplit le ventre bien comme il faut. Et bien moi c'est pareil avec le prog. Ça remplit mon esprit bien comme il faut. Et justement, le repas que je vous propose, en fait c'est 2 repas, tu peux pas le faire tu peux pas écouter les 4 albums en une seule fois. Quoique, il y en a qui sont des gros mangeurs, il y en a qui sont des gros écouteurs. Ça veut rien dire, c'est pas grave. Donc, là je vais vous proposer du 5 étoiles. Oh là, de l'andouillette 5A, tout ce que tu veux. Même pas de l'andouillette, c'est ce que tu veux. C'est open bar. En tout cas, là, on va avoir du très très gros plaisir. Donc, si vous avez vu ma vidéo, les liens entre musique savante et métal, donc la deuxième partie, j'ai fait les ponts avec le prog et la musique savante. Et il y a un album tout simplement légendaire dont je parle sans arrêt dès que je le peux, mais que je n'avais pas jusque là. Je ne l'avais écouté qu'au format MP3. Un album vraiment, en fait c'est simple, 1 ou 2 fois par an je me l'écoute, et à chaque fois je prends la même baffe. C'est ici, Edge of Sanity. Oui, j'ai chopé le Crimson au format CD, et croyez-moi, c'est une horreur de le trouver, en tout cas en France, et dans un état à peu près convenable. Bon là, le CD à l'arrière il est un peu abîmé, mais quand même on peut le lire, il fonctionne. Donc ouais, Edge of Sanity, Crimson, c'est sorti en 95. C'est un album précurseur sur beaucoup d'aspects. J'ai parlé déjà auparavant de Afflicted avec Prodigal Son. J'ai l'impression de parler tout le temps de cet album, mais c'est parce que avec Entombed, qui a un peu marqué le Death and Roll, qui a commencé un peu un death metal un peu différent, avec un grand renfort de groove à la HM2 et compagnie. C'est pas vraiment du Death and Roll sur Left in Path, mais après ça le devient. Donc t'as ça, t'as Entombed, t'as les autres groupes qui tournent autour, mais personne, en tout cas très peu, parle de Afflicted. Donc Afflicted, Prodigal Son, sorti en 92. Album qui a été réédité en 2023, c'est comme ça que j'ai pu l'acheter. Ça, c'est cultissime, c'est incroyable. C'est la base du death progressif. En tout cas en Suède, c'est très très important. Et je définis ce son comme psychédélique ultra violent heavy grindcore. Alors, qu'on le dise bien, après Dawn of Glory c'est plus du heavy power à la Manowar. C'est sympa, moi j'aime pas trop. Qu'on soit bien d'accord, en fait le côté psychédélique donne le côté prog. Grindcore c'est par rapport à Carcass, parce qu'il y a une très forte inspiration Carcass là-dedans, mais ça reste du melodic death à valence progressive, et donc ça c'est vraiment la base qui a servi en fait à Dan Swano. Dan Swano qui est l'artisan, ah oui la pochette d'Afflicted elle est incroyable. Dan Swano qui est l'artisan du death suédois. Véritablement Crimson c'est un game changer, il y a un avant et un après. Donc là, Edge of Sanity, si vous ne connaissez pas, je ne peux que vous conseiller ce groupe-là, qui a une immense versatilité. En fait, là on va parler de Crimson, mais il y a tellement d'albums différents. Nothing But Death Remains, Unorthodox, Spectral Sorrow, Purgatory Afterglow. Tout ça, c'est cultissime. En termes de death suédois, c'est vraiment
ça définit des codes à ce point-là. Il y a Crimson, pardon, 96, je dis 95, je dis une bêtise. Je confonds avec 95 parce que 95, c'est le début de la production de l'album de Calisia. On en reparlera après. Infernal Cryptic, intéressant, vraiment intéressant. Et la carrière d'Age of Sanity s'arrête sur le Crimson partie 2. Bonjour. J'en reparlerai après. Et en fait, Dan Swano, avec Age of Sanity, l'idée c'est qu'il a, voilà, il a fait ses projets. En 97, le groupe s'arrête déjà une première fois. Il invite des musiciens de session pour Crimson 2 et il arrête. Parce qu'en réalité, Dan Swano, c'est pas juste un musicien, c'est aussi un producteur. Il travaille en fait en studio. Et donc, c'est quelqu'un qui non seulement met la main dans le cambouis, c'est-à-dire qu'il a fait des albums, mais il a aussi produit, offert ses services pour une tétra chier de projets. Non, vraiment, si on commence à regarder les projets de Dan Swano, et là ça va pas marcher, c'est pas grave. Là où il a participé, là où il a collaboré, c'est infini, il a fait énormément de choses. Donc voilà, il est dans Nightingale, pareil, très connu dans ce milieu-là. Il a eu son projet solo Dan Swano, Moon Tower, où il a tout fait. Le mec, il a tout fait. Voilà, c'est marqué, everything. Voilà. Il a été dans Bloodbath, s'il vous plaît. Donc bien sûr, Edge of Sanity, hein, voilà. Mais je crois qu'il y a un autre groupe comme ça où ça m'avait... Voilà, Pandemonium, base du death metal avant-garde. Dan Swano a été dedans. Donc voilà, c'est un mec, il a participé à plein de trucs. Et là, c'est que des past bands. Parce que si je prends Misk Staff, ça n'en finit pas. C'est infini, regarde tout ce qu'il a fait. Et c'est de l'ingénierie, du master, du mixing, du mastering. Enfin, le mec, il a produit, mixé, masterisé du Tulkandra. Bah, vraiment, quand je dis que c'est infini, il a même été dans l'ingénierie et le mixing de Theater of Tragedy. Le mec était partout. Quand je dis que c'est vraiment l'instigateur, que c'est l'artisan du death suédois, c'est parce qu'il a vraiment été un acteur important. Il a même mixé, masterisé du Skeletal Remains. Il est absolument partout. Je veux dire, Sacramentum, Far Away from the Sun, 96, il était dedans. Voilà. Je veux dire, tous les albums de Scandinavie, j'ai envie de te dire, il est dedans. Attends, j'ai cru voir Pestilence, mais non. Il a masterisé ce Adéon de Pestilence dont on parlera plus tard. Il est partout. Partout. Même November's Doom. Ah, j'adore November's Doom. Mais voilà, pour te dire, comment il trouve le temps, c'est son boulot. Le mec, ça fait depuis la fin des années 80 qu'il bosse. Donc là, voilà, ce mec, c'est Marduk. Hein, je dis. Attends, c'est fou. Tous les groupes auxquels tu peux penser, il a été dedans. Catatonia. Voilà, il a bossé avec Catatonia. Mais quand même, Pestilence. Putain, cet idiot de Mamélie a eu pour son Adéon qui est pas terrible. Il a eu Dan Swano. Waouh. Et on y reparlera plus tard de comment il s'appelle, de Mamélie. Là, c'est pas le but de la vidéo. Bref. Là, je voulais vraiment vous montrer que Dan Swano, c'est pas un rigolo. Le gars, quand je dis artisan du death suédois, c'est pas usurpé. Et donc, là où c'est intéressant, c'est que Crimson, eh ben, c'est un seul morceau qui dure 40 minutes. Alors, il y a plusieurs mouvements hein, dans ce Crimson. Si je dis pas de bêtises, il y a 7 ou 8 parties. Non, je dis une bêtise, il y a 10 parties. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Dan Swano, il a quasiment tout fait. Hein. Il a quasiment tout fait là-dedans. Si je suis un peu plus précis, il a fait des voix, des claviers, guitare électrique et acoustique. Il a écrit les morceaux et les paroles. Il a tout fait. Il a tout fait. Voilà, disons ce qu'il est, il a tout fait. Pas que. Parce qu'il y a Andreas Axelsson qui l'a épaulé pour l'écriture. Et puis, j'ai été surpris parce que dans ce Crimson, il y a une voix, elle est vachement agressive. Il y a un growl qui est très particulier. Ouais, il y a Michael Ackerfeld. Voilà. Pourquoi écouter Opeth? Là, je te remets une petite couche là.
pourquoi écouter Opeth quand tu as le Crimson de Edge of Sanity avec un Michael Lagerfeld qui a 21-22 ans, donc au sommet de son groll. Ah, cet album là est incroyable. Cet album là est dinguissime. Déjà, moi ce qui m'a beaucoup plu dans cet album, bon, le livret est ce qui est, c'est pas très grave. Moi ce qui m'a beaucoup plu c'est, en tant qu'auteur, c'est les paroles. Les paroles elles sont vraiment très bien écrites. Et surtout elles sont bien écrites parce que non seulement elles te permettent d'imaginer des choses, de suivre l'histoire, mais également d'imaginer beaucoup plus loin que ce qui est écrit. En soi, on est dans le futur. Et dans ce futur un peu apocalyptique, les humains ne peuvent plus enfanter. Ça pose un petit problème puisque le roi, lui aussi ne peut pas avoir d'enfants, donc pas de descendance. Et son épouse, la reine, devient enceinte grâce à l'action de divinités. Sauf que, en fait, cet enfant, ce God Child, il est un petit peu maudit. Finalement, le roi se dit c'est une bénédiction, mais en fait, c'est une malédiction. Et ça, en fait, dès les 3-4 premières minutes, tu as tout l'enjeu mélodique et dans les arrangements de cette dualité entre lumière et ténèbres, entre bénédiction et malédiction. Le scénario du film Les Fils de l'Homme. Et musicalement, c'est prodigieux. En fait, c'est simple. Je parlais dans un commentaire que pas Fates Warning, Queen's Reich avec The Warning, c'est le patient zéro de plein d'albums que j'aime. Mais Crimson, c'est aussi un patient zéro de toute une frange extrême du métal progressif. En fait, mine de rien, en participant à ça, Michael Lagerfeld, là, il a eu une expérience qui a pu lui être utile pour Opeth. Donc, sans Crimson, Opeth n'aurait pas les couleurs qu'on a aujourd'hui, même si Orchid c'est 95. Bosser avec Dan Swano, ça te fait progresser de ouf. On va pas se mentir. Et en fait, vraiment, cette histoire, elle est très intéressante parce que il y a beaucoup d'émotions, en fait. Beaucoup d'émotions. Notamment, il est dit que la reine meurt, et donc le roi pleure. Et comme le roi pleure, ça fait une partie dans la musique où il y a un moment dramatique. Et là où c'est intéressant, c'est que mélodiquement, cette partie dramatique, elle sera réemployée plus tard pour une autre phase du récit. Il y a vraiment... Ça c'est quelque chose peut-être que j'avais pas forcément dit à chaque fois que je parle de Edge of Sanity. Mais il y a vraiment différents moments qui sont réemployés pour différentes phases du récit. Et donc moi ça me parle beaucoup parce qu'il y a ce côté en tiroir, il y a ce côté en réseau. Et vraiment c'est une offre qui est spiralaire. C'est-à-dire qu'une idée que tu as au début soit réemployée plus tard mais avec des modulations. Et moi ça me parle de fou parce qu'il y a vraiment ce côté où finalement les épreuves que l'on traverse, elles ont toutes la même racine. Et donc ça me, à partir de là je gamberge, je réfléchis, et voilà, c'est pour ça que je dis que je suis nourri. En plus, mélodiquement, musicalement, t'as des plans qui sont un délice. J'ai pas d'autre mot. Dire vraiment cet album il est en fait on pourrait mettre un extrait, mais le problème c'est que je mets un extrait de quoi? Parce que comme j'ai dit c'est 40 minutes avec 10 parties et des parties qui se répètent. Donc moi je peux que vous dire allez écouter Crimson, parce que chaque extrait que je pourrais vous montrer ne va que ternir l'expérience. Il faut l'écouter de bout en bout. Et finalement un album qui dure 40 minutes pour du prog, c'est pas si long que ça. Donc vraiment Crimson, j'en remets une couche. Je me prends toujours une baffe. Et donc comme j'ai trouvé sur internet, parce que ça, voilà, ce que j'ai pas dit c'est que trouver Crimson en vinyle déjà c'est impossible. En vinyle c'est mort parce que ça a été réédité en 2021. Tout est double vinyle, donc Crimson 1, Crimson 2, tout est parti. Je veux dire, si vous trouvez le Crimson de Edge of Sanity double vinyle à moins de 100 €, s'il est en bon état, jetez-vous dessus. C'est-à-dire le double vinyle 2022 Edge of Sanity, Crimson 1 et 2, moins de 100 €, même 100 €, c'est un bon prix. Il y a aussi double album CD, mais introuvable. Et en format 1 CD, j'ai trouvé tout. Celui-là, voilà, je vous le dis, en termes de prix, celui-là j'ai trouvé à 15 €. Et il est pas dans un état exceptionnel. Il est dans un état bon.
En fait, si on regarde le CD, je sais pas si vous verrez bien la caméra, mais le CD en fait, il y a quelques rayures, je sais pas si on voit bien, mais il y a quelques rayures sur le CD. Mais il se lit. Donc celui-là, si vous le trouvez entre 10 et 20 euros à un état lisible, vous êtes bien. Voilà. De quoi ce point Mopetta? Ça coûte très cher en fait. Ça coûte cher parce que comme c'est un album culte et demandé, il peut monter, il peut coter, effectivement. Donc c'est pour ça, moi je vous dis, cet album là, observez bien. Et aussi, ce que j'ai pas dit Mopetta, c'est que moi, je commande toujours en France. Ah, je commande pas dans les pays étrangers parce que j'ai eu parfois des soucis. Puis même d'un point de vue strictement écologique, j'essaye de limiter mon impact. Voilà. Crimson 2, je ne l'ai jamais écouté parce que sur internet, il n'est pas trouvable sur YouTube. En tout cas, je l'ai pas trouvé. Et j'ai jamais pris le temps de le télécharger et de l'écouter. J'avoue que moi j'ai toujours écouté Crimson 1 et je voyais pas l'intérêt d'un Crimson numéro 2. Mais je me suis dit, puisque j'ai trouvé Crimson 1, je trouve aussi Crimson 2. Celui-là je l'ai payé 12 euros. Il cote moins que Crimson 1. Parce qu'il est moins apprécié. Alors, j'ai il est moins apprécié, mais si je regarde la fiche Metaloom, Crimson 1 est à 78%. Crimson 2 à 86%. Mais vous savez pourquoi? Moi je vais vous le dire, c'est très simple. C'est que là on a 18 voix, 18 chroniques, et là on en a 8. Et donc Crimson 1 a peut-être fait plus grand bruit, et il y a des gens qui ont pu le descendre parce que c'est pas si bien que ça, moi j'aime pas Crimson 1. Cool ta vie, en attendant c'est un album légendaire, que tu le veuilles ou non. Je vais mettre un autre morceau. Voilà, je vais mettre Titan, ça fait plaisir d'avoir du blast beats. D'ailleurs, dis-moi si le son est bon, hein. Si la musique est trop forte ou quoi. Donc Crimson 2, comme on l'a vu, le groupe s'était arrêté en 97 et Dan Swano a relancé le groupe pour faire la suite de Crimson. Donc en fait, ce que j'ai pas dit, c'est que dans Crimson, on a ces sortes de cellules là, de tubes, de cages qui permettent en fait de faire des expériences. Parce que le roi, puisque lui et sa femme sont stériles, il a fait des expériences sur les humains et tout, et il a fait des expériences du coup sur sa propre fille, qui est le God Child. Et donc ouais, en fait ces tubes, c'est aussi le moyen qui a été trouvé d'emprisonner, là je vous spoil la fin, hein, mais bon. Donc à l'arrivée, la God Child se trouve enfermée dans la machine. Et là on voit, oh, la machine est brisée. Alors, je vais le dire tout de suite, j'ai du mal avec Crimson 2. J'ai vraiment du mal. Déjà le son. Crimson 1 a un son exemplaire. Vraiment incroyable. Le son est d'une définition mais vraiment parfaite. Pour l'époque, c'est du tout bon. À 100%, Crimson 1, excellent. Crimson 2, on est en 2003. Soilwork est passé par là. In Flames a changé. Et donc là, tu sais, on est sur une ambivalence, sur une ambiguïté. Est-ce qu'on fait du Melodic Death façon années 90 ou façon années 2000? Et du coup, la définition du son est moins agréable. Le chant est moins bien, est moins clair. Vraiment, bah, moins clair. T'as plus de mal à distinguer le chant des instruments. Et c'est franchement dommage, quoi, parce que moi, album 2003, je m'attends, bah, comme Soilwork, quoi, hein, à avoir un son d'une qualité sublime. Parce que Soilwork, hein, je rappelle, Chain Earth Machine et Predator's Portrait, c'est du tout bon. Et en plus, déjà, attends, regarde, prends le livret. Regarde-moi ces paroles là. Tu te dis, ouais, bon, ça va, c'est lisible. Attends. Essaye de lire ça, s'il te plaît. Regarde-moi ça. Comment tu peux faire ça? Moi j'ai du mal à lire, hein. C'est dommage. Et en plus, là, au niveau visuel, en fait, c'est la cover qui est sur des détails répétés. Enfin, non, vraiment, en Crimson 2, j'avoue, le visuel et le côté audio, la production, je suis pas emballé. Par ailleurs, la narration, elle est pas folle. La narration, c'est quoi? Regardez, là, dans le coin, on voit une vieille dame. Elle se promène dans des ruines, elle trouve un bouquin. Elle libère le mal qui était scellé depuis des années. Et donc, elle fait tout pour sceller à nouveau le mal qui était scellé.
On part d'un récit épique avec un roi qui perd son épouse suite à l'enfant de Dieu qui vient alors que tout le monde était stérile et tout. Et puis après, la reine, la reine règne en despote autoritaire. Il y a des chevaliers qui... Enfin, une armée qui s'organise contre leur propre reine. T'as une fresque épique incroyable. Bah, t'as une personne qui lit un livre interdit. Ça libère le mal scellé. Et il faut ranger le mal là où il était. Léger downgrade, hein, je vais pas mentir. Toutefois, je ne regrette pas mon achat car on reste sur Dan Swano. Et ça reste un plaisir vraiment très bon. Parce que instrumentalement, pouah, ce que ça... Ah, cartouche instrumentale. Franchement, instrumentalement, c'est du très très bon. Donc je pense, si je dois faire un petit peu... let's wrap this up. Si je dois un peu résumer. Crimson pour moi c'est un essentiel. Dire t'aimes le death mellow ou pas, tu écoutes Crimson. T'aimes le prog ou pas, tu écoutes Crimson. Si tu aimes le métal, tu écoutes Crimson. C'est une légende, c'est un album essentiel. C'est pas dit que tu vas aimer, mais tu dois l'écouter. Voilà, c'est aussi autoritaire que ça, parce que c'est une pierre angulaire. Il y a un avant et un après. C'est un album essentiel. Dire sans ça, t'as pas Blood Incantation, ni plus ni moins. Dire Blood Incantation puise énormément dans Edge of Sanity. Il y a des plans de Crimson qui ressemblent beaucoup à ce qu'on a eu dans Absolute Elsewhere. Parce que Dan Swano puise aussi dans des références années 70, comme Afflicted qui utilisait le côté psyché qu'on a vu dans Metalum. Là, par contre, moi je dirais là on est sur un plaisir de digger. Dire vraiment, si tu n'es pas adepte de prog, si tu n'es pas trop mélodique death metal, tu peux en faire l'économie. Mais si comme moi, tu apprécies le prog, ou si tu apprécies la scène scandinave, c'est quand même un album qu'il est intéressant d'écouter. Voilà, moi je pense que c'est ça qu'on peut dire. Ça, c'est culte et légendaire, il faut l'écouter. Ça c'est intéressant pour la curiosité. Et je voulais vous montrer aussi un petit quelque chose quand même, hein. C'est que cet album, et mine de rien. Regardez, je sais pas si on va bien le voir à la caméra. Ou alors c'est pas ici. Je vais regarder. Mais moi quand j'ai vu ça, ça m'a touché. Voilà, ça m'a fait un petit quelque chose dans mon kokoro. Voilà, je le vois ici. Ici. L'album dédié à la mémoire de Chuck Schuldiner. Parce qu'il était mort en 2001. Et donc, cet album est à la mémoire de Chuck Schuldiner. Et du coup, rien que pour ça, et ce Crimson 2, je suis content de l'avoir. Parce qu'un album qui est dédié à la mémoire de Chuck Schuldiner, ça ne peut qu'être un bon album. Voilà. Ayant dit tout ça, on va passer au deuxième double album d'aujourd'hui. On s'en est écouté depuis tout à l'heure. Et il y en a qui vont dire, mais Mom il fait que parler de ce groupe. Bon déjà, ils m'ont eu par les sentiments. Mais franchement, je ne le savais pas avant de l'acheter. C'était la petite découverte. Alors déjà, donc Mom il fait que parler des mêmes groupes. C'est normal. Je réécoute certains albums et je les redécouvre. Et parfois, je distingue des détails que je n'avais pas auparavant. Et là en plus, on parle d'un projet français. D'un projet de personnes qui ont fait ça de manière autonome et indépendante. Et voilà, c'est... Puis en plus, c'est du bon. C'est du bon. Et... Donc tu vois, là, Crimson 1 et 2, je les ai écoutés coup sur coup. Est-ce que je vous conseille ça? Pas forcément. Écoute, Crimson 1, c'est déjà très bien. Parce que je parle aussi souvent des mêmes groupes. Ah, ça va, Baraldim. Et donc là, ce projet-là, j'avais écouté coup sur coup quand le deuxième album est sorti en 2022. Mais j'avais pas refait l'expérience depuis. Et j'ai découvert tellement de choses en réécoutant. Et non, parce que je parle de double album. Je pense pas que Gojira ait deux albums qui se suivent. Parce que là, la Crimson 1, Crimson 2, c'est voilà, le deuxième et la suite du premier. Je pense pas que Gojira ait ça. Tu vois ce que je veux dire? Non, nous allons parler de ce qu'on s'est écouté, de ce qu'on a dans les oreilles depuis tout à l'heure. C'est-à-dire Étrange. Alors, du coup, Étrange, pour la petite histoire, c'est quand j'étais sur dans l'équipe de Thrash Core. En 2019, il y a... je me souviens plus de qui malheureusement, donc si la personne se reconnaît, elle peut dire en commentaire. Ah, c'était moi au fait. Donc c'était un des membres de l'équipe
qui dit ouais bah j'ai un ami, il a terminé son album avec son groupe, enfin son ami. Donc avec son ami il a fait Étrange, il a sorti son album. Est-ce que comme t'es amateur de prog, je pense que ça pourrait te plaire. Est-ce que tu peux aller écouter ça? Non seulement j'écoute, mais j'aime énormément. Mais en plus de ça, bah, je discute avec du coup, Dédale. Dédale qui est un des membres de Étrange. Et en fait, on sympathise. On sympathise parce que, bah en fait, on se comprend lui et moi. On se comprend. Lui, c'est un amateur de death metal et de prog. Je suis amateur de death metal et de prog. Donc on se retrouve sur pas mal de choses, notamment sur des considérations esthétiques et musicales. Et donc ouais, Dédale, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Il a fait la guitare et la basse sur le projet Étrange. Là où Vélon, son acolyte, a fait les claviers et la programmation. Donc ouais, Étrange, j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier album sorti en 2019. Je me souviens qu'à l'époque, j'en avais parlé à Dédale, j'avais dit ouais, cinématique métal, j'ai un peu du mal avec cette étiquette. Parce que moi, côté cinématique, je pense à Mass Effect, ce genre de choses. Et moi, c'est pas des références qui me parlent. Sauf que, en fait, le côté cinématique, c'est juste une prog. On a en fait un récit où on a une sonde qui est en fait une intelligence artificielle, si j'ai pas de bêtises. Tout est expliqué en fait là à l'intérieur. Mais en gros, Étrange, ouais ça. Étrange est une intelligence artificielle envoyée, enfin qui est dans une sonde spatiale. Et cette sonde est programmée, donc Étrange est programmée pour explorer notre univers comme une ultime tentative pour sauver l'humanité. Avant la mort de notre planète, Étrange essaye d'achever sa mission. Donc dans le vide insensible du cosmos, en quête d'un but à son existence et de réponse à sa destinée, perdu dans une cellule froide de verre et d'acier, voici son histoire. Donc on est sur une musique... Ah bah j'allais en parler. Merci Baraldim de... Baraldim, tu es mon anti-sèche ce soir. Donc on est sur en fait un album instrumental qui a un récit à raconter. Donc c'est pour ça que je rapproche d'Age of Sanity. Age of Sanity, il y a un récit qui est raconté par les paroles et aussi par les phases musicales et mélodiques. Étrange, c'est que de l'instru. C'est tellement génial. Oh là là. Si vous avez... En fait, moi quand j'écoute du Étrange, c'est comme si je jouais à Final Fantasy juste en écoutant la musique. Et c'est génial parce que en fait, je me faisais la réflexion et je la partageais avec mon grand frère qui est qui lui aussi a grandi avec les jeux vidéo. Je disais mais en fait Final Fantasy, depuis le départ de Uematsu, il y a un truc qui a changé en termes d'identité musicale et artistique. C'est que initialement, même si Square a toujours été à la pointe technologique, à rechercher, à repousser les limitations graphiques, bah, ils étaient limités graphiquement. Square était de toute façon limité graphiquement. Et ça c'est Uematsu qui le dit. Son job en tant que compositeur, c'était de pallier les limitations graphiques de la NES, de la Super NES, avec la musique. Donc la musique venait ajouter ce que les artistes visuels ne pouvaient pas faire à cause des limitations graphiques. Donc la musique était là pour combler, on va dire, les pixels. Voilà, on a les pixels pour voir une situation, mais la musique va ajouter les émotions à ces pixels. Le problème c'est que Final Fantasy s'est dirigé vers de plus en plus de réalisme. Et c'est peu à peu affranchi des limitations graphiques. Et tu remarqueras que depuis le départ de Uematsu, Final Fantasy a gagné en photoréalisme et a perdu en définition mélodique. Parce que maintenant, Final Fantasy, notamment le 16, c'est que des pistes symphoniques. Et le sympho, il n'y a pas de mélodie qui ressort comme faisait Uematsu. Et j'en veux pour preuve que si tu joues à Lost Odyssey, qui est sorti en 2006-2007 sur Xbox 360, il y a des mélodies à la Uematsu, quand bien même tu as une clique symphonique. Donc c'est bien que il y a une direction qui a changé.
Dans Lost Odyssey, on a Hironobu Sakaguchi et Nobuo Uematsu, donc un duo qui a fait les Final Fantasy. Bah dans Lost Odyssey, ils gardent le même ADN, à savoir des musiques mélodiques qui vont ajouter quelque chose aux limitations techniques. Et là, on parle quand même de la 3.6. La 3.6, soit tu joues à Lost Odyssey, le jeu, il galère. Parce qu'ils ont voulu pousser les potards à fond. Et la musique, elle permet justement d'accepter les chutes à 10 FPS du jeu. Ah non, mais vraiment. J'adore Lost Odyssey, mais il y a des défauts. Bref, tout ça pour dire que étrange, on se retrouve un peu avec ce même ordre d'idée où les motifs mélodiques sont tellement puissants que même sans parole, tu peux t'imaginer des tas de choses. Et en plus, là où c'est puissant, c'est par le choix des mots. Donc déjà, en fait, Exil, Titan, Reloader, Astralis, Nebula, Gateway, Exoplanet, tu prends les premières lettres, E, T, R, A, N, G, E, étrange. Donc ça c'est pas moi, c'est notre cher Jay la Vigie, hein, sur sa chaîne YouTube qui en a parlé. Donc on a ici un petit jeu littéraire, hein. Mais surtout, Exil, bah, c'est le départ de la sonde dans l'espace. Titan, on va dire, bah voilà, c'est une lune, c'est aussi peut-être la première confrontation, les premières difficultés. Reloader, avec un côté calme et jazzy, c'est une manière aussi de repartir de plus belle. Et donc en fait, voilà, il y a plusieurs étapes. Et en plus, de l'aveu même de Dédale, il n'y a pas une seule bonne réponse. Imagine-toi ce que tu veux. Donc ça c'est étrange, c'est super, tu as une aventure qui se tient en elle-même, c'est génial. Salut Gare du Nord, ah bah bisous à toi aussi, et bon courage à toi pour l'écriture de ton roman. Et 150 000 mots, courage à toi. Et oui, la rediff viendra d'ici 2 semaines ou 1 mois, je sais pas. Donc voilà, ce récit fonctionne super bien, et moi, bah écoute, moi j'étais content, pas besoin de plus, vraiment le plaisir, le kiff, bien comme il faut. Sauf que, en 2022, eh bien, Étrange nous gratifie de Énigme. Eh bien, Énigme, au départ, j'avais juste écouté moi de mon côté. En fait, j'avais écouté, voilà, moi, mais indépendamment. Et c'est qu'après que je me suis dit, attends, je vais écouter les deux à la suite. Et j'avoue que je l'ai fait dans un moment où j'étais pas forcément disposé à bien recevoir les deux d'affilée. Donc j'ai beaucoup apprécié Énigme. Et en fait, on prend les mêmes et on recommence. Mais la grandeur narrative qui se fait en écoutant les deux à la suite, eh bien ça, je ne l'avais pas ressenti à l'époque. Et donc là, déjà, il a fallu que Jay la Vigile me le dise. Mais déjà là, Entity, Nexus, Irradiance, Gemini, Mobus, Eclipse, E-N-I-G-M-E, ça fait Énigme. Et si tu regardes Entity, numéro 8. Donc on continue là où Étrange nous a laissé. Et bah ça je l'ai pas marqué au départ. Et donc là, on se dit mais attends, là je vois une sonde. La sonde, elle atterrit quelque part. Là on voit les traits qui montrent que voilà, ça a atterri à un endroit. Donc ça a trouvé finalement une exoplanète. Mais et là, c'est quoi ça? C'est pas la même couleur? Pourquoi il y a marqué Énigme sur la sonde et pas Étrange? Je vais vous le dire. Donc ici, hop, je prends le livret. Et du coup j'avais j'avais dit à Dédale, ouais, vous appelez un morceau Gemini. John Petrucci a fait pareil. Tous les groupes de prog font un morceau qui s'appelle Gemini. Qu'est-ce qui se passe? Étrange reçoit un signal non identifié qui vient d'un espace lointain, enfin de outer space. Et Étrange s'envole pour essayer de trouver l'origine de ce signal. Sa recherche va l'amener jusqu'aux confins de l'univers où une sonde similaire appelée Énigme l'attend. Et ce qu'Énigme est une sonde jumelle ou le produit d'une fracture de l'espace-temps. Alors, mais Gare du Nord il vient et il s'en va. Et là j'ai parlé avec Dead parce que
en écoutant coup sur coup Étrange et Énigme, en écoutant ces 2 albums d'affilée, j'ai repéré énormément de liens, de rappels, de renvois. C'est assez vertigineux. Parce que, il y a 3 ans, j'avais rien repéré. J'avais repéré une cohérence, certes, mais pas des rappels. Et ça m'a vraiment fait complètement reconsidérer ce double album. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, Énigme, c'est la même chose que Étrange, mais à l'envers. Ça veut dire que là, on a Étrange qui part de sa planète pour trouver une exoplanète. Et en fait, là, Énigme, la sonde est en fait attirée par Étrange. Et donc, c'est comme si on revivait le même processus, mais du point de vue de Énigme, pour retrouver Étrange. Voilà, comme si l'espace finalement se courbait sur lui-même et s'observait l'un l'autre. Les 2 albums fonctionnent comme ça. Ils fonctionnent en parallèle, se regardent l'un l'autre, et parfois il y a des convergences dans le multivers. Ça me parle de fou. C'est super intéressant, c'est super ingénieux. Je pense que le plus simple en fait, c'est de vous lire même. C'est un message que j'ai pu mettre à Dead pour vraiment être plus précis sur ce que je veux dire. Alors, Dead, il est là. Pour vraiment, voilà, vous apporter plus de mal. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai noté que la fin de Entity sur Énigme ressemble à la fin d'un des morceaux de Étrange. Le morceau Nexus de Étrange, pardon, le morceau Nexus de Énigme, qui est le deuxième, ressemble au Titan de Étrange. J'ai le sentiment que la sonde Étrange, en partant chercher Énigme, revient sur le même chemin que le premier album, mais en légèrement différent, en semblable, mais étrange. D'où le Gemini, pour le jumeau, Étrange Énigme, et Mobius, car le temps et l'espace bouclent sur eux-mêmes. Et le Nexus serait, parce que Nexus, je crois que c'est dans... oui, c'est là, hein, le deuxième morceau, Nexus. Il est agressif comme Titan, parce que le Nexus... c'est le point de jonction entre les 2 univers, les 2 versions d'un récit similaire. Voilà ce que j'avais dit. Et Dead a dit, bah en fait, tu peux t'imaginer ce que tu veux. Et d'ailleurs, dans Gemini, qui est un morceau mais incroyable, il y a une partie un peu égyptienne. C'est même complètement égyptien. Tout Gemini transpire de l'inspiration Stargate. Génie. Donc justement il y a ce côté Stargate, ce côté porte des étoiles, exploration de l'univers, le fait que tout se croise, tout s'imbrique. Et donc ça, bah, autant tu vois, Edge of Sanity, Crimson 2 m'avait un petit peu laissé sur ma faim. Moi je sors de ça, non seulement je suis nourri et plein, mais en plus ça me fait rêver, ça me fait voyager, c'est juste hallucinant. Et de me dire que c'est fait de manière indépendante par 2 Français et que finalement il n'y a personne qui en parle à part moi, bah c'est pour ça que je veux les mettre en avant. C'est parce que il faut les mettre en avant, c'est important. C'est un projet qui est très riche. Alors ouais, ça parlera pas à tout le monde parce que bah, c'est du prog, mais il n'y a pas de voix. Donc même si des gens qui sont pas habitués de métal, des gens qui écoutent habituellement de la musique savante et qui ont l'habitude de Bach, de Vivaldi, bah, donnez-leur Étrange. Vraiment, ça c'est quelque chose qui peut plaire à des non-initiés. C'est quelque chose qui même peut plaire à énormément de monde, mais des gens qui ne le soupçonneraient pas. Parce que on est sur du métal qui sort des sentiers battus et qui en plus est d'une extrême richesse. Tu peux l'écouter 10 fois et toujours découvrir des choses. Et justement les événements d'un point de vue différent, c'est tout à fait ça. Et donc le risque aurait été que les 2 albums se ressemblent beaucoup, mais non, ils se complètent parce que l'écriture en fait a été pensée du début à la fin.
Donc je dirai jamais assez. Vous pouvez retrouver les liens pour commander Étrange. C'est vraiment parmi les plus grandes œuvres du métal français. Et pour boucler un peu ce qui sera la rediff sur YouTube, je parlais justement à quel point, tu vois, je confondais Edge of Sanity, Crimson, 96 et 95, et je parlais de Calisia. La Calisia, c'est un groupe français de métal progressif qui a sorti Sibion. J'en parle en long, en large et en travers. Mais c'est grâce à Crimson. Crimson a inspiré les gars qui ont produit le Sibion de Calisia. Et bien justement, le Sibion de Calisia s'inscrit vraiment dans la production de Étrange. Et pareil, Calisia, c'est du prog français. Personne n'en parle. Moi oui, moi j'en parle parce que c'est important de montrer que notre pays contient du bon, mais c'est du bon qui sort un petit peu des sentiers battus. Donc là je vous remontre un Calisia ici, leur Sibion, qui est pour moi top 1 sur beaucoup de choses. Et voilà, et justement, on peut terminer ici, Étrange, Énigme, fortement inspiré aussi Mekina, Atoma. Voilà, si vous aimez Mekina, Atoma, écoutez Étrange et Énigme, vous serez vraiment ravis, ce sera excellent pour vous. Voilà, Atoma, Mekina, Étrange, Énigme, Calisia, Sibion, Edge of Sanity, que du bon. Ah oui, Étrange, très underground. Calisia, c'est underground aussi. En tout cas, Twitch, restez parce qu'on va passer à la deuxième partie qui s'annonce très très bien. Donc Kazumi, bonjour à toi, reste parce que là tu viens pour la meilleure partie, hein. Je me dis de toi à moi. En tout cas, j'espère que ce PPCM pour parler de 2 doubles albums vous a plu, YouTube. Voilà, la deuxième partie où je vais parler de Patrick Mameli arrivera bientôt sur YouTube. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Partage, like, abonnement, commente. Tu sais comment ça se passe pour donner de la force. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ciao, ciao.